Bonjour, débutons ce nouveau chapitre par cette activité sur les bilans énergétiques. On va commencer par s'intéresser au mouvement brownien. En 1827, le physicien Robert Brown remarqua que des particules de pollen en solution dans l'eau étaient animées d'un mouvement incessant. On peut le voir sur cette animation. Comment expliquer ici le mouvement de cette particule qui est dans une cavité qui contient un gaz? La particule a un mouvement qui est aléatoire et non prévisible. Je trace ici sa trajectoire. Alors, la solution, c'est que la cavité contient un gaz, et le choc de ces molécules de gaz sur la particule vont être à l'origine de son mouvement. De temps en temps, il va y avoir plus de choc sur la partie droite de la particule qui va alors se déplacer vers la gauche. De temps en temps, ces chocs vont être plus nombreux sur la partie gauche, elle va se déplacer vers la droite, etc. Soumis au choc incessant des molécules d'eau, le grain de pollen produit de petits déplacements de direction et de longueur aléatoires. Lorsque la température augmente, les chocs contre les particules de pollen sont plus violents et plus rapprochés dans le temps, car la vitesse des molécules d'eau entre deux chocs est plus grande. Quelle est l'interprétation microscopique de la température absolue? La température absolue augmente avec la vitesse moyenne des molécules. La température absolue se mesure en Kelvin, et le 0 Kelvin donc correspond à une agitation thermique qui est nulle. Énergie totale et énergie interne. Considérons un verre d'eau donc qui est posé sur le sol. Il n'a pas d'énergie cinétique, ni d'énergie potentielle apparente. Le verre étant immobile, son énergie cinétique, EC égale 1/2 de mv carré, est nulle. Pareil, si on prend l'origine des énergies potentielles au niveau du sol, le mgz va être égal à 0. Cependant, à l'échelle microscopique, les molécules d'eau se déplacent à l'intérieur du verre, et cela à des centaines de mètres par seconde sur des parcours très petits. Donc chaque molécule d'eau, individuellement, a une énergie cinétique. Et la somme de toutes ces énergies cinétiques individuelles des molécules d'eau va contribuer à une énergie qu'on appelle l'énergie interne. L'énergie interne d'un système, donc, est la somme des énergies cinétiques de toutes les particules qui le constituent, auxquelles on rajoute aussi les énergies potentielles dues aux interactions des particules entre elles. L'énergie totale d'un système, donc, ça va être la somme de cette énergie interne, auquel on va rajouter l'énergie mécanique habituelle qu'on avait vue dans le cours de mécanique. Donc l'énergie totale, c'est la somme de l'énergie interne plus l'énergie mécanique. L'énergie interne est notée par la lettre grand U, l'énergie mécanique, EM, comme on l'avait vu précédemment. Donc on ne sera pas capable de mesurer l'énergie interne en elle-même, ça serait bien trop complexe. Ce que l'on va pouvoir mesurer, ce sont des variations d'énergie interne, avec une formule que vous connaissez déjà. La variation d'énergie interne, elle est notée delta U, et on la calcule par la formule M fois C fois delta T. M, ça va être donc la masse du corps que l'on va chauffer, exprimée en kilogrammes. C va être la capacité thermique massique du matériau que l'on chauffe. Et puis, delta T, T2 moins T1, la variation de température, que l'on peut exprimer soit en degrés Celsius, soit en Kelvin. Une variation de température en Kelvin est égale à une variation de température en degrés Celsius, puisque les deux échelles sont décalées de la même valeur, de 272 degrés. Le produit petit m fois petit c, parfois appelé grand C, c'est la capacité thermique. Donc vous allez exprimer la variation d'énergie interne dans cet exercice. Un bain-marie utilisé en chimie contient 1,7 litres d'eau, initialement à une température de 20 degrés. Au bout de quelques minutes, la résistance chauffante du bain-marie permet d'obtenir ce même volume d'eau à une température de 64 degrés Celsius. Calculez la variation d'énergie interne de ce volume d'eau. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause et réaliser ce petit calcul. On va donc avoir besoin de connaître la masse d'eau pour pouvoir appliquer la formule. Pour cela, on va utiliser M est égal à ρ fois V. Je remplace. La masse volumique ici est exprimée en kilogrammes par litre.
1,0, donc je multiplie par le volume exprimé en litres. On trouve 1,7 kg, tout simplement, puisque la masse volumique de l'eau est égale à 1 kg par litre. La variation d'énergie interne, c'est une application directe de la formule, va être égale à M fois C fois delta T. Bien faire attention aux unités dans cette relation. Ici, la capacité thermique massique de l'eau est exprimée en joules par kilogramme par Kelvin. Je vais obtenir donc l'énergie interne, la variation d'énergie interne en joules. Il va falloir que j'exprime, pour avoir un système d'unités qui soit cohérent, la masse en kg, et puis le delta T va être exprimé donc en Kelvin ou en degrés Celsius, puisque la variation de température en Kelvin est égale à la variation de température en degrés Celsius. Ce qui donne ici « 1,7 pour la masse, que multiplie 4,18 10 puissance 3 fois la variation de température, donc 64 moins 20. Une variation, c'est toujours finale moins initiale. Et donc, ici, on va avoir une variation d'énergie interne qui va être positive, égale à 3,1 10 puissance 5 joules. L'énergie interne de l'eau a augmenté, puisque sa température a augmenté. On va voir dans cette deuxième partie comment transférer de l'énergie à un système. On peut accroître l'énergie totale d'un système par deux méthodes. En lui effectuant un transfert thermique, qu'on va noter par la lettre Q, ou en effectuant un travail sur lui, W. Premièrement, les transferts par travail. Un système peut recevoir de l'énergie par travail électrique. Le travail électrique reçu par un appareil s'exprime en fonction de la puissance électrique P reçue et de la durée de fonctionnement delta T par cette formule. W est égal à P fois delta T. On va préciser les unités dans cette relation. Delta T ici par exemple en secondes, la puissance en watts et le travail en joules. La puissance finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse à laquelle on consomme ou on reçoit de l'énergie. Trois modes de transfert thermique: conduction, convection, rayonnement. On va les étudier successivement. Conduction, vous voyez ici que l'élève prend en main le tisonnier qui est resté dans la flamme de la cheminée et va se brûler du fait de ce transfert thermique par conduction. L'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière, mais sans déplacement d'ensemble de celle-ci. Le transfert thermique s'effectue de la zone la plus chaude vers la plus froide. On peut le voir là aussi avec cette animation. La flamme chauffe la partie métallique du barreau de métal, et à ce moment-là, les atomes du métal vont se mettre en mouvement. Ils vont se mettre en mouvement sans se déplacer, ils vont avoir toujours la même position moyenne, mais ce mouvement qui va augmenter, ça va augmenter les chocs avec les atomes voisins qui vont eux aussi se mettre en mouvement, et ça va donc, cette agitation thermique va se propager de proche en proche jusqu'à l'autre extrémité du barreau. C'est ce que vous avez pu voir aussi dans la vidéo 1, dont vous aviez les liens avec le mug qui se remplissait de café chaud. Il y avait un transfert thermique du mug vers le café chaud. Ce transfert thermique par conduction, il est d'autant plus efficace que le milieu est dense. Les chocs sont alors plus fréquents et plus efficaces. Donc un milieu qui est peu dense va être un bon isolant. L'air par exemple est un très bon isolant, c'est ce que vous avez pu voir dans la vidéo numéro 2 avec le cas de l'igloo. Les oiseaux aussi, à condition voilà, que l'air soit immobile, l'air va être un bon isolant, donc les oiseaux emprisonnent des couches d'air dans leurs plumes, ce qui va permettre de les isoler du froid. C'est aussi le rôle des vêtements polaires qui vont permettre d'immobiliser des couches d'air. Deuxième mode de transfert thermique, c'est le transfert thermique par convection. Donc l'élève, cette fois-ci, se brûle, voilà, saute son autre main, donc sa main gauche, en la mettant au-dessus de la flamme de la bougie. Quelle est l'origine donc de ce transfert thermique? La flamme de la bougie va chauffer l'air chauffé va se dilater, il va être moins dense que l'air environnant, et il va donc monter.
Et donc ça va créer des mouvements de convection qui vont permettre de réaliser ce transfert thermique. On peut le voir dans un autre exemple qui illustre ce transfert thermique par convection. C'est le mouvement de la lave à l'intérieur du manteau. À l'intérieur de la Terre, donc, vous avez un noyau qui a une température très élevée, qui va être à l'origine de mouvements de convection de lave à l'intérieur du manteau. La lave au contact du noyau va devenir plus chaude, elle va se dilater, devenir moins dense, et donc remonter vers la surface de l'écorce terrestre, où elle va se refroidir, et puis après replonger vers le noyau terrestre. Et vous avez vu en SVT que ces mouvements de convection du manteau sont à l'origine de la tectonique des plaques. Dernier mode de transfert thermique, le mode de transfert par rayonnement. Alors oui, une précision, c'est que ce qui distingue les transferts thermiques par conduction et par convection, c'est que ça nécessite déjà un milieu matériel dans chacun des deux cas, mais dans le premier cas ici, il n'y a pas de déplacement d'ensemble, les atomes restent exactement à la même place, ils ont juste un mouvement autour d'un emplacement moyen, alors que dans le transfert thermique par convection, il y a un déplacement d'ensemble de l'air, par exemple, au voisinage de la flamme. Donc dernier mode de transfert thermique, le mode de transfert thermique par rayonnement. Donc une source de rayonnement électromagnétique peut augmenter l'agitation thermique d'un corps. Donc ici, l'élève qui s'est déjà brûlé les deux mains va prendre un coup de soleil du fait du transfert thermique par rayonnement qui va se produire du soleil vers son corps. À la distinction des deux autres modes de transfert thermique, ce transfert peut se produire dans le vide, puisque le soleil est séparé de la Terre par l'espace où il n'y a pas de matière. Donc un exemple pour freiner ce transfert thermique, on peut utiliser des métaux qui vont refléter ce rayonnement. La déperdition d'énergie par rayonnement infrarouge est importante pour le corps humain. La face argentée d'une couverture de survie, à positionner donc vers l'intérieur, va permettre de refléter, de renvoyer le rayonnement vers la personne. La face dorée, elle, est à mettre vers l'extérieur. Elle va permettre d'absorber le rayonnement électromagnétique extérieur pour réchauffer la personne. Un petit exercice d'application, c'est le vase de Dewar. Alors, D'Arsonval eut l'idée d'exploiter le vide comme isolant thermique. Le vase qu'il réalisa était constitué de deux vases en verre, entrant l'un dans l'autre, soudés par leur bord supérieur, et entre lesquels régnait le vide, comme c'est indiqué sur le schéma à droite. Vers 1893, James Dewar améliora le vase de D'Arsonval en utilisant des parois de verre argenté. Alors quels sont les processus de transfert thermique dont le vide permet de s'affranchir? Donc le vide permet de s'affranchir des deux premiers modes de transfert thermique, qui sont donc la conduction et la convection, puisque ces deux modes ne peuvent se produire que dans des milieux matériels. Donc il n'y a ni conduction, ni convection dans le vide. Quel est l'effet des parois argentées sur le rayonnement? Quel est donc leur rôle dans le vase de Dewar? Les parois argentées réfléchissent le rayonnement. Elle supprime le transfert d'énergie par rayonnement. Ainsi, le vase de Dewar permet de supprimer les trois modes de transfert thermique et va permettre donc de garder le fluide à la même température. Alors la salle de classe contient des matériaux qui sont à la même température, car ils sont présents depuis très longtemps à l'intérieur de la pièce,
comme le plateau en bois de votre table ou les pieds en acier de votre chaise. Si vous touchez par contre chacun de ces deux matériaux, vous allez avoir une sensation qui va être différente. Le métal va vous paraître plus froid alors que le plateau en bois va vous paraître plus chaud. Les pieds en acier semblent plus froids. Que le plateau. Ils ont cependant la même température. On appelle conductivité thermique l'aptitude à transférer l'énergie par contact du bois ou de l'acier, lequel est le meilleur conducteur thermique et lequel est le meilleur isolant thermique. Donc il faut comprendre en fait que le transfert thermique il se fait toujours du corps le plus chaud vers le plus froid. Quand vous touchez la partie en métal, votre main va faire un transfert thermique vers le métal qui lui est plus froid à la température de la pièce. Votre main est à 35 degrés, le métal à la température de la pièce, c'est-à-dire vers 20 degrés Celsius. Donc le transfert thermique se fait de la main vers le métal ou alors de la main vers le bois. Mais ce transfert thermique ne se produit pas à la même vitesse. Il va se produire plus rapidement avec le métal, ce qui fait que le transfert thermique se faisant plus rapidement, la température de votre main va baisser plus rapidement, ce qui va donner la sensation de froid. Alors qu'avec le bois, ce transfert thermique est plus lent, ce qui fait que vous allez avoir l'impression, cette sensation que le bois était plus chaud. Le transfert thermique de la main vers l'acier se fait plus rapidement qu'avec le bois. D'où la sensation de froid. La température de la main, qui est à peu près à 35 degrés, diminue plus rapidement. Au contact de l'acier. Donc l'acier est le meilleur conducteur thermique. Et le bois est le meilleur isolant. Alors c'est illustré par la dernière vidéo, l'extrait de la vidéo de On n'est pas des cobayes, où on peut, voilà, où la question qui était posée c'est peut-on marcher sur des braises. Dans cette vidéo, on vous explique que vous pouvez mettre la main dans votre four, qui est à 300 degrés, sans vous brûler, à condition que votre main ne rentre pas en contact avec les parois du four. Pourquoi? Parce que le transfert thermique avec l'air très chaud du four va être extrêmement lent. Par contre, le transfert thermique avec les parois du four, qui sont en acier, vont être très rapides. Pour conclure, on peut regarder les conductivités thermiques de différents matériaux. Donc on retrouve ce que l'on avait dit, que le vide ou une atmosphère très proche du vide va avoir une conductivité thermique qui va être extrêmement faible. La laine minérale, le polystyrène, qui renferme en fait de l'air,
ou des couches d'air vont avoir aussi une conductivité thermique qui va être extrêmement faible. Après, le bois va être aussi un assez bon isolant. Et puis par contre, tous les métaux vont être très conducteurs, de très bons conducteurs thermiques, donc de très mauvais isolants. Voilà pour ces deux premières parties de l'activité du chapitre 14.